Quelque part au large de l'Iran, un des plus grands et des plus vieux navires de pêche européens remonte vite son filet. La houle et les vagues sont énormes. On peut encore pêcher, mais c'est dangereux. Pour l'instant, ça va encore. Mais il faudrait pas que ça grossisse. Le problème, c'est pour la sécurité pour les gars, quoi. C'est assez dangereux, mais bon, c'est partie du jeu, quoi. On aime bien. L'équipage jongle avec les vagues. À la passerelle, les hommes préparent une autre bataille. Entre les zones de pêche interdites depuis le Brexit et la concurrence avec d'autres bateaux, la partie s'annonce rude. Le problème, c'est que je ne peux pas manœuvrer, je ne peux pas ni à droite ni à gauche, ce qui est derrière moi. Un coup, je la bâbord, un coup, je la tribord. Embarqué pour des marées de 40 jours, parfois davantage, l'équipage du Joseph Roty II est constitué de 50 marins. Contre une promesse de bon salaire et pour l'aventure, tous ont accepté une vie de forçat, dans les eaux les plus agitées de l'Atlantique Nord. Parti depuis 5 jours de Saint-Malo, le navire arrive sur sa zone de pêche. Alain, le capitaine, et Lionel, son lieutenant, doivent affronter les humeurs de la mer, trouver le poisson, mais aussi composer avec les nouvelles règles du jeu, fixées par l'Europe depuis la sortie de la Grande-Bretagne. Le poisson, lui, n'a pas suivi l'actualité. Nous, on a des zones, tu vois. Ici, tous les carrés qu'on a, c'est une zone de pêche. Donc là, on est dans la zone B. Ici, il y a une zone J, c'est un box. Après, dans la zone rouge qui est ici, on passe dans la zone A. Et dans cette zone-là, il y a des divisions de zones qu'on doit noter tous les jours pour montrer aux autorités là où on a pêché le poisson. Le poisson, lui, c'est de l'eau, il navigue, c'est la nourriture. Dernier secteur alimentaire pour lequel on va encore chercher du sauvage. Pendant longtemps, la pêche n'a rendu de compte à personne. Avec l'instauration des quotas, des zones de pêche, et depuis 2021, la souveraineté retrouvée du Royaume-Uni sur ses eaux, le Joseph Roty II ne peut pas faire ce qu'il veut. Autonome pour 50 jours de carburant et de nourriture, il ne rentrera que les cales pleines. Tu vois, on va pas tarder à les sentir, tu vois. On est presque arrivé sur le début, là, tu vois. Quand le bateau sera là-dessus, ils vont apparaître là. 3 heures du matin, Alain a repéré une tache sur un de ses écrans. Un banc de poissons à 600 mètres de profondeur. Mais je pensais pas en trouver autant. 4007, donc ça fait presque 9 km. Ouais, c'est pas fini, il y en a encore qui arrivent. Il y en a encore qui arrivent devant. Alain ne dort jamais. De sa capacité à trouver le poisson dépend le salaire de 50 hommes. Une traque dans le noir et dans les profondeurs de l'océan, avec quelques instruments et l'instinct du chasseur. Là, on est à moitié sauvé. Bon, normalement, on ne devrait pas mourir de faim dans les jours à venir. Oh, il y en a encore partout. Ne pas mourir de faim. Une formule, mais le sentiment qu'éprouvent tous les pêcheurs pour dire l'aléatoire du métier. Le chalut est à l'eau depuis plusieurs heures. Il est maintenant rempli, prêt à être remonté. Le bateau travaille nuit et jour. Les hommes peuvent être mobilisés à n'importe quel moment. Température extérieure et température de l'eau 5 degrés. Il vaut mieux ne pas se laisser embarquer par une vague et tomber à la mer. Au petit matin, une mauvaise surprise attend l'équipage. Venant des 4 coins de l'horizon, rôdant comme des oiseaux de proie, d'autres bateaux, beaucoup plus modernes, se sont rapprochés, appâtés par la promesse d'une bonne prise. Au nez et à la barbe du Joseph Roty II. On est en train de regarder le bateau qui arrive par le côté bâbord, s'il met en pêche ou s'il continue sa route. C'est un Hollandais, 140 mètres. À la passerelle, Alain et Lionel sont sur les nerfs. Cette nuit, on a fait une recherche. On est parti d'ici. On a marqué tous les points orange là où on a vu de la détection. Et le bateau qui est ici, l'Ashbourne,
Ils nous mettent en trace, ils voient le trafic qu'on fait. Quand on fait trop de zigzags, ça veut dire qu'il y a peut-être du poisson dans la zone, et eux se dirigent vers là, et avec leur sonar, ils arrivent à détecter des bancs de poissons et à nous le prendre avant que nous, on ait le temps de mettre le chalut à l'eau. Ce que je trouve un peu facile, leur façon de faire. Ils cherchent jamais, ils cherchent pas trop, ils se pointent sur nous, et puis ils savent très bien que nous automatiquement, on n'a que des quotas de merlan bleu, donc ils savent on cible merlan bleu, donc ils savent qu'en venant sur nous, s'ils voient qu'on est en pêche avec l'AIS, ils se posent pas trop de questions. Avec l'AIS, un système auquel sont abonnés tous les bateaux, la vitesse, la position de l'autre et se caler dessus pour accéder aux poissons. Ce que l'on n'imaginerait pas à terre se déroule en mer comme si tout était normal. Une bataille navale légale en quelque sorte autour de l'accès à la ressource. La pêche, c'est un monde à part. C'est un monde à part. On se respecte mutuellement, mais quand il s'agit de mettre le poisson dans la cale, il n'y a plus de copains. Car d'autres navires, encore, attendent à l'extérieur de la zone de pêche les autorisations pour venir se mêler à la bagarre. Donc nous, on est à l'intérieur de la zone économique européenne. En tant que Français, on a le droit. Ils n'ont que des accords de pêche, enfin de pêche et d'autres bien sûr, mais pour la pêche, il faut qu'ils aient des quotas. Les quotas n'ont pas été alloués encore ou pas donnés, donc ils attendent en dehors des 200 000 pour pouvoir entrer. Ils sont en ce moment à l'extérieur de Voilà, la zone. ils sont stoppés là, ils attendent. Ils sont combien? Il y a combien de bateaux qui attendent Il y là avait une dizaine là, il y avait une dizaine qui sont là qui attendent. Ils attendent que la communauté, enfin l'Europe leur donne les autorisations et les quotas pour entrer en zone européenne pour pouvoir commencer à pêcher. Enfin moi ça m'arrange. Ouais. Depuis 1982, l'Union européenne s'est dotée d'une zone économique exclusive, ZEE. Un espace maritime sur lequel les États membres ont des droits de pêche et d'exploitation des ressources. Ces frontières s'étendent jusqu'à 200 000, c'est-à-dire 370 km au large des côtes. Présent. Ok, on y va, go. Construit en 1970 dans les chantiers navals de Gdansk, en Pologne, le Joseph Roty II est un navire-usine, c'est-à-dire un bateau de pêche capable d'affronter les mers les plus hostiles, et en même temps une usine flottante où l'on traite directement le poisson à bord. Mais aujourd'hui, le navire se fait vieux. L'armateur songe à le mettre en vente. Il finira peut-être sa vie en Amérique du Sud. En attendant de quitter la Seine, sur le pont, c'est le branle-bas. L'équipage est prêt en quelques minutes. Quel que soit le temps, s'il faut filer, c'est-à-dire mettre le chalut à l'eau, ou virer, c'est-à-dire le remonter, les marins ne sont aux ordres que d'un seul homme, Joachim Calmaria, le Bosco. Les manœuvres de pont, c'est son affaire. Tous les jours, je surveille ce qui se passe sur le pont. La pompe, le poisson, la grue, les manœuvres. Il faut mettre la pompe en route. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, il faut faire attention. Un câble peut péter, il faut vraiment avoir les yeux partout. Tous les jours, c'est pareil. Joachim a travaillé sur toutes les mers du monde et grimpé petit à petit les échelons jusqu'à devenir un marin respecté. Ça fait 22 ans que je suis à bord de ce bateau. Je me suis pété un genou, j'ai glissé, je me suis cassé les côtes. C'est ça le boulot. Sur le pont avec Joachim, un équipage cosmopolite de marins expérimentés, dont certains sont à bord depuis plus de 20 ans. Armé à Saint-Malo, le bateau paie les hommes aux conditions françaises. Si ça ne pêche pas, c'est le minimum garanti. Si ça pêche, les salaires sont intéressants. Une survivance du temps des corsaires où l'on se partageait le butin. C'est parler espagnol. Birama, là-bas, il est sénégalais. Mais on parle ensemble en espagnol. Quand il est arrivé, je lui ai montré et expliqué les manœuvres. Je lui ai dit, tu tires sur ce câble, tu tires sur celui-là. Et quand on vire, tu enroules le câble sur le cabestan. Il n'y a pas de problème, il faut m'écouter. Et avec Darius, tu fais comment? Tu siffles? Je siffle, je fais des gestes, je fais signe à Christophe de venir. Et avec les autres, avec les Polonais, tu fais comment là-bas? C'est la même chose. Même si les Polonais, il vient, je fais des gestes, on se comprend. Et on met le filet à l'eau. On se comprend tous par gestes.
Il faut me regarder tout le temps pendant les manœuvres. On est tous amis, tous les gars du pont. On ne s'engueule pas, on ne s'énerve pas. On ne parle pas à tort et à travers. Non, non, faut rester calme. C'est beaucoup nerveux, c'est pas bon. Parmi les marins, il y a Romain, un Français de 30 ans qui a décidé de s'embarquer pour la grande pêche. J'ai grandi avec la mer en fait. J'habite au Havre, je suis en école en Normandie. Le fait de travailler, ça me dérange pas. Moi j'aime bien ce qui est physique, quoi. Ce qui est physique, c'est sportif, on bouge et puis moi c'est pas ce qui me dérange le plus. Après c'est vrai qu'on part longtemps en mer, malgré qu'on puisse pas s'échapper du bateau, c'est ce que j'en tire. C'est une certaine forme de liberté, quoi. Toi, t'as une vie de famille ou pas? Non, par contre, j'ai pas de famille. Ouais. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Un sentiment de liberté et un renoncement au confort terrestre contre des conditions de travail parfois dantesques, avec des horaires qui n'en finissent plus. C'est la vie des marins de la grande pêche. Le poisson que cherche le Joseph Roty II est le merlan bleu, une espèce migratrice qui vit entre 400 et 1000 mètres de profondeur. Dans l'usine sous le pont, une vingtaine de gars, autant ouvriers que marins, travaillent à la chaîne dans un bruit d'enfer, avec presque autant de vagues dedans que dehors. Certains d'entre eux ne verront pas le jour pendant 1 mois et demi. Le poisson, sitôt pêché, est aussitôt travaillé. Et quand ça ne manœuvre pas sur le pont, Romain rejoint sa machine. Le poisson arrive ici, en fait, la tête est tranchée à ce niveau-là, on coupe la tête, on coupe la queue, et après il ne reste plus que ça. Après, à ce niveau-là, on vient éviscérer le poisson. Deux lames qui viennent ouvrir le ventre du poisson, enlever les viscères. Après, à ce niveau-là, ton poisson il est mis en filet, sans arête et sans peau. Voilà ce qu'on garde. Voilà ce qui sert de base pour le surimi. Il n'y a pas d'arête, il n'y a pas de peau, il n'y a pas de déchets, il n'y a quand même que de la viande. À la pêche, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a tous les métiers. Ceux qui prennent la lumière et les autres. Personne n'imagine, quand il achète un aliment aussi impersonnel qu'un bâtonnet de surimi dans une grande surface, la bataille en mer, la succession de tâches, d'aventures, de risques et d'étapes mécaniques que cela a supposé pour le fabriquer. Les filets de poisson arrivent sur le tapis ici, ils passent dans la farceuse, on appelle ça la farceuse. Ça permet d'enlever les impuretés qui restent comme les arêtes, et la chair de poisson vient sortir par ici. Ensuite, la chair de poisson passe dans ce qu'on appelle une raffineuse. Et ça donne une espèce de pâte de poisson rincée 2 fois. Après, elle passe dans les décanteuses pour enlever vraiment toute l'eau. Là voilà, le surimi est conditionné en plaque de 10 kg et aussitôt il est surgelé derrière. Il est surgelé à peu près à moins 30, environ 2 heures, 2 heures et demie de temps de surgélation. Et après à terre, c'est retravaillé pour faire le surimi, ce que connaissent les bâtonniers. À ceux qui pensaient que le surimi n'était constitué que d'arêtes ou de viscères, les marins répondent « Quelle drôle d'idée d'aller se faire secouer pendant 40 jours dans la tempête pour ramener des déchets ». Dans l'usine du Joseph Roty II, on n'est pas dans une cuisine étoilée, certes, mais on nourrit les hommes pareils, dans des conditions de bagnard. Tu passes ton temps comme ça en fait. C'est pas mal aux arrières. Un petit coup de roulis là, tu vois. Ça joue beaucoup sur les appuis quoi. C'est très physique. Et c'est fatigant de travailler comme ça quoi. Et pour le dos, surtout pour le dos aussi quoi. Tu es toujours en train de te stabiliser et ton dos on prend un coup. Quoi. Comme dans les autres productions alimentaires, une surveillance s'impose. Toutes les heures,